Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bienvenue à tous dans Les Incorrectibles. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Sud Radio, mais aussi à nous revoir en replay vidéo, donc sur YouTube. Alors, comme chaque semaine, je ne suis pas seul, vous le savez, pour accueillir notre invité. Merci cette semaine à Nicolas Vidal de Putsch et Philippe Pasco de m'accompagner. Alors, nous sommes ensemble pour 1 heure. C'est parti pour Les Incorrectibles. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Alors, mon second invité de cette année 2020 est un homme qui sait analyser aussi bien les chiffres que manier les mots. Financier, économiste, mais aussi essayiste et entrepreneur. Il fait ses débuts en tant qu'analyste financier avant d'inventer le métier du conseil en investissement en se spécialisant dans la recherche économique. Fondateur et président donc d'une société de recherche et de conseil en gestion de portefeuille. Il est aussi président du think tank indépendant l'Institut des Libertés, cofondé en 2012 avec Jean-Jacques Netter, dont le souhait est, je cite, de proposer une pensée libérale alternative dans un monde de médias globalisés en s'adressant aux hommes et femmes engagés dans la vie de la cité. Auteur de 6 ouvrages sur l'économie, il se fait connaître avec son premier essai pamphlétaire, Des lions menés par des ânes. C'était aux éditions Robert Laffont en 2003, où il dénonçait déjà l'euro. Son dernier livre paru en 2016 s'intitule Sire, surtout ne faites rien, et c'est une série de billets d'humeur qui analyse la véritable nature du libéralisme. Il est à nos côtés aujourd'hui pour commenter avec nous la riche actualité du moment et nous faire part aussi de son analyse de la situation économique compliquée de ce début d'année. Charles Gave, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et le sujet incontournable du moment, ça n'aurait échappé à personne, c'est encore et toujours évidemment la grève qui a commencé le 5 décembre dernier. Et il y a eu cette 4e grande journée de mobilisation, c'était jeudi dernier, chacun semble camper sur ses positions. Alors Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, le premier syndicat français, a réaffirmé, ça n'étonnera personne, son opposition à l'introduction d'un âge pivot dans le projet de réforme des retraites. Quelle est votre opinion sur cet âge pivot, Charles Gave? D'abord, il faudrait peut-être élever un peu le débat. L'âge pivot, c'est une petite partie de cet essai de réforme de la retraite. La réalité, c'est que pour des raisons démographiques, il est hors de question que la répartition puisse durer. C'est une raison assez simple. C'est, compte tenu du fait que il y a 40 ans, ou après la guerre, quand on a créé ça, il y avait 1 retraité pour 4 actifs. Aujourd'hui, on est 1,7 actifs pour 1 retraité. Donc, ça devient très difficile. Et donc, maintenant, si on dit que la répartition, ça peut pas marcher, il va falloir trouver autre chose. Mais en tout cas, si on reste dans la répartition, il y a une chose de certaine, c'est que les retraites vont baisser, et que on va toucher de moins en moins, et que ce sera de plus en plus difficile. Et donc on masque ça sous toute une série d'astuces, du style de l'âge pivot, ou du nombre de trimestres, j'en sais rien, ou du point, et tout. Mais cette réforme, elle est indispensable selon vous? Oui, elle est indispensable pour une raison très simple, c'est que si vous regardez les chiffres, il est hors de question qu'on puisse servir les retraites telles qu'elles ont été promises. Mais il y a quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, c'est que nous vivons dans un monde incertain. Je crois qu'on est tous d'accord, le monde est incertain. Donc, les retraites telles qu'elles ont été bâties après la Deuxième Guerre mondiale, c'était de garantir la certitude aux gens pour les dernières années de leur vie. À l'époque, c'était 5 ou 6 ans. Maintenant, c'est 20. Mais vous ne pouvez pas garantir une certitude pour une partie de la population sans augmenter l'incertitude sur les autres. Vous pouvez pas contester quand même que la retraite qu'ils sont en train de préparer, quand même une bien près du micro. On peut pas contester que la retraite qu'ils sont en train de nous proposer est quand même une retraite qui favorise les gros au détriment des petits, et que la retraite qu'ils sont en train de proposer va uniquement permettre de ne pas payer l'ensemble des petits. C'est possible que... Parce que de l'argent, il y en a. Non, l'argent, il y en a plus. L'argent, il n'y en a plus, si vous voulez. C'est une des grandes légendes des gens qui parfois défilent dans la rue, et à très bon escient, ils ont parfaitement raison de manifester. Mais encore une fois, l'argent, il n'y en a plus. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de déréliction totale de l'État lui-même. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'État prélève aujourd'hui sur la richesse créée, qui s'appelle le PIB, quelque chose comme 57% du PIB. Jamais la pression fiscale n'a été aussi forte en France. Jamais. 47% du PIB au plus. Et pourtant, rien ne marche. Vous allez dans les commissariats de police,
Oui, il n'y a pas un rond. Vous allez dans les hôpitaux. Vous soutenez que l'État se délite. C'est-à-dire que l'État ne fait plus ce qu'il devrait faire. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, une jeune femme ne peut pas se promener dans la rue sans être attaquée. Vous avez les hôpitaux qui n'ont plus un rond, l'éducation nationale qui n'a plus un rond. Ce qu'on fait de nos impôts, c'est là le cœur du problème, selon vous? La réalité, c'est mais où passe le pognon? Donc, on est tous en train de se dire, moi, il n'y en a pas assez pour moi, mais jamais l'État n'en a pris autant. Donc, la question que devraient se poser les Français, c'est pas ma retraite, ma sécu, etc., mais faire un audit des dépenses de l'État pour qu'on sache enfin où va notre pognon. Quand je vois que celui qui était chargé d'organiser ces discussions, comment il s'appelait, monsieur Delevoye, il avait, comment il s'appelait Delevoye, il avait quoi, 14 autres boulots qui étaient tous payés par la fonction publique. Oui, mais il avait oublié. Ouais. Oui, j'entends bien, il avait oublié, mais enfin, ces 14 boulots, ça c'est du pognon, je sais où il vient. Mais cher Legas, j'ai une question à vous poser. On va parler de la réforme des retraites, mais concrètement, est-ce que c'est quand même un pacte social important, la réforme des retraites, depuis 45 le CNR? Est-ce qu'à un moment donné, face aux blocages massifs qui sont en train de bloquer le pays, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de poser un référendum et de poser la question aux gens, est-ce que vous voulez ou pas la réforme par points? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... Non, pour qu'il y ait un référendum, il faut que les gens soient au courant des réalités. Aujourd'hui, si vous voulez, il est tout à fait évident que nous ne pouvons plus payer. Donc, si j'ose dire, les gens au Venezuela, ils ont été garantis des retraites extrêmement confortables et tout. Mais si le système économique sous-jacent s'écroule à cause de toutes les promesses faites par des corneaux en 45 ou j'en sais rien, vous ne pourrez pas servir les retraites. C'est pas quelque chose que vous pouvez décider, je vais aller prendre du pognon et tout. C'est la réalité. Est-ce qu'il y a un pays d'ailleurs dont on pourrait s'inspirer, selon vous, pour justement améliorer les choses? Oui, il y a un pays dont on doit s'inspirer, c'est c'est la Suède. Aussi curieux que ça paraisse, la Suède a fait faillite en 92. Très bien. Ils avaient dépensé comme des fous, ils avaient toute une série de socialistes complètement couillons à l'époque qui ont dépensé comme des malades. Ils ont fait faillite en 92. J'étais dans le bureau du gouverneur de la Banque centrale suédoise le jour où ils ont fait faillite. C'était assez gai, quoi. Il était très détendu d'ailleurs. Et bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont dit par exemple, parce que là aussi le pognon partait à des tas de trucs idiots. Ils ont dit, prenons l'éducation, ils ont dit, est-ce que tout le monde est d'accord pour que les enfants suédois soient bien éduqués? Tout le monde a dit, bien sûr, que les écoles. Est-ce qu'ils ont dit, deuxième question, est-ce que ça doit être payé par les impôts? Tout le monde a dit, bien entendu, c'est parfaitement normal. Troisième question, est-ce que cette éducation doit être donnée par des fonctionnaires? Non, pourquoi? Et donc, ils ont donné à chaque citoyen une espèce de ticket à présenter à l'école de son choix. Ils ont donné la possibilité à chaque famille de se mettre par cette famille et de créer de nouvelles écoles, si vous voulez. Et donc, on a réintroduit la concurrence dans l'éducation sans réintroduire l'argent, ce qui était une merveille. Ils ont fait la même chose pour les retraites. C'est-à-dire qu'ils avaient une énorme retraite par répartition, ils ont cassé les réserves, ils ont fait 5 gros fonds de pension dans lesquels chaque Suédois contribue selon ce qu'il désire. Les sociétés contribuent, mais vous pouvez contribuer plus si vous le désirez. Donc vous épargnez. Et ces 5 ont des profils différents, ils sont gérés par des gens différents, en concurrence. Et aujourd'hui, la Suède n'a plus de déficit budgétaire, alors qu'elle était en faillite. Sa dette a diminué des 2/3. Elle a plus de déficit extérieur, les écoles vont bien merci, et il n'y a aucun problème de retraite. Alors comment vous expliquez qu'on s'en inspire pas, par exemple? Parce que vous avez 2 méthodes pour gouverner. Ou bien vous allez vers le bas, vous donnez des moyens au peuple en dessous de s'occuper de leurs propres affaires. Celui qui veut épargner plus, il épargne plus, on lui donne les moyens d'épargner facilement. Et puis, vous avez la méthode par le haut, vous savez, où l'inspecteur des finances décide que lui, il connaît les solutions et que les gens en dessous sont des crétins et qu'ils n'ont pas à dire leur mot. Oui, la technocratie, quoi. La technocratie. Donc, où vous avez une méthode par le haut, vous avez une méthode par le bas. Les Suédois, qui sont un peuple qui, jusqu'à tout récemment, était très homogène, arrivent à des solutions par consensus. Et c'est toujours des consensus où c'est le peuple, le bas, qui décide. Donc, ce qu'il faut faire, c'est transformer notre État d'un État producteur, parce que chaque fois qu'il produit quelque chose, il produit n'importe quoi. Enfin, où ça marche pas. Un État qui prescrit, c'est-à-dire qui définit les règles du jeu. En Suède, l'État est resté prescripteur pour définir les programmes et pour vérifier que les programmes sont enseignés dans toutes les écoles libres. Mais Claude, ça c'est un système
que je remets pas en cause, quoique la Suède, on pourra en Charles. parler. Charles, pardon. Bon, vous savez quoi, je vous propose, on fait une petite pause, on revient juste après. Oui. Philippe, gardez votre question en tête. On revient dans un instant dans Les Incorrectibles avec notre invité cette semaine, c'est l'entrepreneur Charles Gave. À tout de suite. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles ce dimanche, notre invité est l'entrepreneur à succès, mais aussi l'analyste financier, président du think tank indépendant l'Institut des Libertés. C'est Charles Gave qui est avec nous. Alors on parlait juste, avant de s'interrompre, bien sûr, de cette grève. C'était Philippe qui posait une question à Charles Oui, Gave. c'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Charles. C'est-à-dire que la Suède est un système intéressant, et quoi qu'on pourra en parler, parce qu'il y a aussi commence à y avoir pas mal de pauvres. Ah, Mais dans un système de libéralisme tel que vous le définissez, moi, mon problème, Il y a c'est surtout pas beaucoup de... On est intraitable en Suède, hein, quand C'est ça, un ministre c'est tous les contrôles. pique une barre de chocolat. Moi, ce qui me gêne beaucoup, j'espère bien. Ouais, ce qui me gêne beaucoup, et je suis d'accord aussi pour le contrôle, J'espère bien. ce qui me gêne beaucoup dans les systèmes trop libéralistes, entre guillemets. Mais il n'est pas libéral, celui-là. Chaque personne décide d'une partie C'est- de la façon dont donc ses impôts vont être dépensés. de collectif individuel, Charles Gave. de conscience individuelle, c'est les requins qui mangent les dauphins derrière. Après, qu'on fait comment? Mais les requins qui mangent les dauphins, mais d'abord, vous n'avez pas de requins parce que tout le monde est égal devant la loi. Et comme l'a fort bien dit notre inviteur, si j'ose dire, dès qu'il y a quelqu'un qui est en une position de puissance, qui abuse de sa puissance, il va en prison. Donc on renforce les contrôles. Non, on renforce pas les contrôles. On exerce un pouvoir extraordinaire sur les classes dirigeantes pour éviter qu'elles ne deviennent tyranniques. Et c'est tout simple, c'est que C'est la vous différence avez avec la déjà France, vu. selon vous. c'est Selon exactement. vous, Mais, par exemple, il y a eu, je sais pas combien, j'ai rien contre eux, mais d'inspecteurs des finances qui ont fait sauter des banques ou des choses comme ça. Il y en a jamais eu un qui a été en tôle. Ça, c'est vrai. Si vous voulez, il y a une espèce de caste en France qui est protégée contre toute poursuite judiciaire. Il lui arrive jamais rien. Ils peuvent faire n'importe quoi. S'ils ont foutu en l'air une banque, ils retournent dans leur corps d'origine en attendant d'être nommés pour foutre en l'air une autre banque. C'est comme les flics en ce moment sur les manifs. Ils risquent rien. Sauf que dans Donc, les ils en manifs, ils se font profitent. casser la gueule. Donc ils en profitent. Mais les flics, je veux pas dire du mal parce qu'ils ont pas un métier facile en ce moment. Et en fait, justement, ils tiens, devraient un être petit plus, mot là-dessus. ils devraient être plus. En fait, à mon avis, les flics, ils sont. Vous trouvez qu'on les beaucoup- soutient pas beaucoup assez plus- C'est pas qu'on les soutient pas assez, c'est que dans leurs conditions de vie, etc., ils sont beaucoup plus proches, par exemple, des gilets jaunes que des gens qui leur donnent leurs ordres. Et la terreur, à mon avis, de ce gouvernement, c'est que les flics, d'un seul coup, ne fassent ce qu'ils ont fait en 58 ou quelques fois dans l'histoire de France, c'est-à-dire de dire, écoutez, j'en ai marre d'aller taper sur les miens, Qui se retourne. qu'ils se retournent et qu'ils aillent taper sur ceux sur qui on devait taper. Donc, bien. moi, je suis pas du tout inquiet pour les flics. Aussi bien l'armée que la police ont toujours été républicaines en France, donc il n'y a pas de... Mais par contre, si vous voulez, je trouve que leur demander de taper sur les leurs toute la journée, ils ont un niveau de vie Surtout comparable. qu'on a l'impression que le mouvement semble se durcir. On l'a vu, il y a eu des violences quand même importantes jeudi dernier. Oui, Ça Vous me la dit, voyez comment l'issue de cette réforme? Vous pensez qu'elle va passer réellement ou que personne ne va céder donc Elle ne peut pas passer parce qu'elle sert à rien. C'est une réforme, si vous voulez, qui n'a aucun sens puisqu'elle ne s'attaque pas au problème. Elle essaye d'organiser une baisse du niveau de vie des retraités, Ah, on est d'accord. c'est tout, en la masquant. Mais c'est comme Alors, la réforme de la ouais. sécurité sociale de Juppé ou j'en sais rien. C'est des trucs qui sont organisés par la fonction publique pour protéger la haute fonction publique contre une baisse du niveau de vie. Eh ben, de vous leur voyez, niveau de vie. le paradoxe, vous parliez d'Alain Juppé. D'accord. Alain Juppé, il avait dû démissionner, puis on le voit 10 ans après, c'était l'homme providentiel. C'était l'homme providentiel, si je peux me permettre, aux yeux d'une classe journalistique qui ne se distingue pas d'habitude par son indépendance. Parce que quand on a posé la question aux Français, il s'est quand même bien fait ratatiner par Fillon. Hein. Mais sur la réforme des retraites, il y a quand même un peu une inflexion de l'Union européenne derrière. Charles Gave, il y a les GOPÉ, quand même, à un moment donné, on le voit, c'est quand même des recommandations de l'Union européenne qui sont mises en place par Emmanuel Macron, non? Il y a quand même une filiation entre la politique qui est mise en place, gel du SMIC, l'allocation chômage, également cette réforme des retraites. On l'a vu, il y a des recommandations. Mais je veux bien, mais comment voulez-vous... C'est une question intéressante parce que vous déplacez le problème, vous dites quelle est la cause première de ces questions. Une grosse partie des problèmes, c'est l'Europe. Alors justement, on va y venir. Bonne transition. Alors, bonne transition. L'Europe, un petit mot sur le Brexit, ça y est, ça va devenir une réalité au 31 janvier. On devrait imiter les Anglais, selon vous, Charles Gave? Oui, la réponse est oui, et je vais faire un petit peu de macronisme ici, et non. Je m'explique.
les Anglais ont décidé de partir de l'Europe pour une raison très simple. C'est que les Anglais ont inventé la démocratie. Bon, ça a commencé avec la Magna Carta, puis la glorieuse révolution de 1689, etc. L'habeas corpus, tout ce que vous voulez. Et la base de la liberté anglaise, c'était la souveraineté du Parlement. Or, avec le traité de Lisbonne, la Constitution européenne, l'Angleterre a perdu sa souveraineté sur son droit. C'est-à-dire que les décisions prises par Bruxelles étaient prééminentes sur le Parlement britannique. Ce qui, pour les Anglais, est une imbécilité totale, parce que ils s'entendent, le droit, c'est ce qui permet de régler toute la société, et donc il fallait qu'ils restent souverains dans leurs droits. En particulier, qui rentrent chez vous, qui sortent de chez vous, comment, tout ça. Bon, tout ça, Bruxelles a pris le pouvoir. Donc, Cameron a été obligé, à cause de Farage, de donner un référendum aux Anglais, et les Anglais ont voté, comme je m'y attendais parfaitement, à 54%. Alors c'est intéressant parce que je profite, excusez-moi de vous interrompre, de cette citation donc du ministre du Brexit anglais, donc Steve Barclay. Il a déclaré: ce texte va garantir notre départ de l'Union européenne avec un accord qui assure que nous reprenions le contrôle de notre argent, nos frontières, nos lois et notre politique commerciale. Évidemment. Donc, mais l'essentiel, il faut bien que vous compreniez quelque chose. L'essentiel de ce qui fait l'originalité britannique, c'est perdu tout ça, nous? C'est la prééminence du droit. C'est-à-dire que la base du libéralisme, le libéralisme, comme ne le comprennent pas la quasi-totalité des gens, ça n'est rien d'autre que une doctrine juridique qui a été développée par Locke à la fin du XVIIe et qui précise que tout le monde est égal devant la loi et que l'État n'a pas le droit de vous spolier des fruits de votre travail. Donc, c'est plus l'habeas corpus. Donc, le libéralisme, c'est une doctrine juridique. L'égalité de tous devant la loi. Or, ce qui se passe en Angleterre. Donc, il fallait que cette loi soit acceptée par le peuple anglais. Et le Parlement assurait. Mais qu'est-ce que c'est que la démocratie, finalement? Comme l'avait dit un de mes amis anglais qui s'appelait Tony Benn, qui était un gauchiste invétéré, que j'aimais beaucoup, qui était un orateur remarquable. Ah, vous avez quand même des amis à gauche. Vous savez, j'ai toujours trouvé que les gens de gauche étaient plutôt moins couillons que les gens de droite, mais... Moi, je suis venu à gauche ni à droite, je suis libéral. Jours, hein. Ça dépend des jours. Oui, ça dépend, mais ça dépend aussi comment vous définissez la gauche. D'accord. Ça dépend comment Vous vous pensez définissez. qu'on pourrait avoir, enfin, Emmanuel Macron, vous le considérez comme un président libéral ou pas? Mais vous rigolez, quoi. Bah, pourtant, il y en a beaucoup qui le disent. C'est parce qu'ils comprennent rien au libéralisme. Est-ce que c'est déjà un président? Il a été élu, donc si vous voulez... J'ai cru comprendre qu'il n'était pas légitime. Oui, si vous voulez, c'est la vieille. Mais attendez, je voudrais continuer sur... Oui, parce que je voudrais revenir sur la monnaie aussi. Hein. sur la monnaie, on y La monnaie reviendra. anglaise. Hein, La monnaie anglaise, on y la reviendra. nation et la monnaie sont La nation, la même chose. c'est ce que j'ai passé mon temps à dire depuis 10 ans. Ouais. Mais attends. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc, les Anglais, si vous regardez qui sont les deux grands saints anglais... Non, je vais terminer avec Tony Benn. Tony Benn, il disait, la démocratie, c'est de voter pour un gars, en se doutant qu'il est incompétent, et de le virer 5 ans après en étant certain. Vous voyez, c'était... Et puis c'est pas grave, il n'était pas incompétent, comme Madame Thatcher, on le réalisait 3 fois. Quand on dit, on a eu un coup de peau, on en a trouvé un bon, on va le garder pour l'instant. Et si vous regardez la structure de pouvoir de l'Union européenne, vous votez pas pour ces gars-là. Vous pouvez pas les virer. Et surtout Donc, pas la commission. Et surtout pas la commission. Et les règlements posés par la commission maintenant sont supérieurs dans la norme juridique à la Constitution française. Je vous donne supranational, mais je vous donne un exemple. Le traité de Marrakech, qui a été signé, on nous a expliqué qu'en aucun cas ça s'appliquerait à la France. Mais s'il y a une cour de justice en Europe, une des deux, qui décide que la France doit appliquer le traité de Marrakech, on n'aura rien à dire. Donc, encore une fois, on a perdu notre souveraineté juridique. Une fois qu'on a perdu le contrôle sur notre droit, on perd le contrôle sur tout le reste. Le droit, c'est ce qui structure une société. Donc on a perdu notre souveraineté. Complètement. On a perdu nos souverainetés partout. Totalement. On n'est plus souverain en rien. On ne peut plus débattre que des sujets sociétaux, finalement, en On France. peut plus débattre que de la PMA, de la GPA, ou j'en sais rien, puis voilà, quoi. Ça excite les foules. Philippe parlait d'Emmanuel Macron. Vous avez dit à propos de lui, alors je vous cite, il est légal mais pas légitime. Pour vous, la dernière élection présidentielle a été quelque peu curieuse, ressemblant, je vous cite, à un coup d'État fait par le système judiciaire. Oui. Vous confirmez? Je confirme tout à fait, si vous voulez, parce que quand, de temps en temps, il y a quelque chose qui se passe, vous vous dites, tiens, pourquoi ça se passe, je comprends pas. Puis vous comprenez 3 ou 4 ans après. Quand Hollande est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est de créer ce parquet financier, indépendant, qui peut s'autosaisir.
ce qui était complètement contraire à tout le droit français, parce qu'en principe, un juge d'instruction ne peut pas s'autosaisir. On va voir le président de la Cour qui désigne un juge d'instruction parmi 5 ou 6 qui sont là. Donc vous pouvez pas savoir qui sera votre juge d'instruction. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait porté plainte et que le magistrat ait décidé que la plainte était valable et que vous pouviez la porter. Hollande a créé quelque chose qui était complètement attentatoire au droit français, ce parquet financier, qui permet aux parents de s'autosaisir. Il a mis à lui des hommes, et son idée, c'était dans le fond de se payer Sarkozy à l'élection suivante, en faisant une enquête financière sur Sarkozy, sur les paiements de sa campagne, j'en sais rien. Bon, ni Sarkozy ni Hollande n'étaient là, mais le parquet financier est resté, et on l'a déclenché de façon miraculeuse, juste quand Fillon commençait à devenir géant. Donc, si vous voulez, vous avez eu un coup d'État judiciaire qui a sorti un candidat parfaitement légitime, parce que la moitié de l'Assemblée avait leur femme ou leur mari comme attaché parlementaire. Alors là, vraiment, c'était le truc. Sauf que tous leurs maris n'étaient pas candidats à la présidentielle. Mais voilà, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait un truc qui était parfaitement... Et en plus, du point de vue juridique, comme il s'agissait du pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire n'avait pas le droit d'enquêter sur... constitutionnellement, il n'avait pas le droit. Oui, mais enfin, donc ça a été un vrai coup d'État. Charles Gave, ce que vous dites, c'est pas parce que tout le monde fait ça qu'il faut pour autant... Mais c'était autorisé. C'était complètement autorisé. Il n'y avait jamais eu un texte interdisant à un type d'avoir sa femme ou son mari comme... Mais moralement... bougez pas. Alors, c'était autorisé d'embaucher sa femme. C'est très important, parce que dans un monde libéral... La morale n'a pas sa place ? La morale est individuelle. C'est-à-dire, c'est un truc qu'a dit Abélard, le grand philosophe du XIIe, qui a eu quelques ennuis à cause d'une petite amie, mais ça c'est autre chose. Il a simplement dit, il faut faire la différence essentielle entre le péché et le crime. Le péché, ça relève de l'individu, il demande pardon à Dieu ou pas, il continue ou pas. Le crime, c'est l'État qui doit s'en occuper. Donc, Monsieur Fillon il faut faire la différence entre le crime et le péché. Ouais. Et c'est une différence, si vous pouvez pas faire cette différence, vous pouvez pas avoir de démocratie. On peut faire la différence, mais il faut quand même avouer que M. Fillon, ce dont on parlait, c'était quand même d'un emploi fictif. Donc je reconnais, et je suis bien placé pour le savoir, qu'on avait le droit d'employer sa femme comme parlementaire, mais par contre à condition qu'elle travaille. Or, cette femme-là ne travaillait pas, et on en a les preuves. Bon, et là, ça devient un crime. Il y a un procès quand même qui va avoir lieu, présomption d'innocence. Oui, oui, tout à fait. Non seulement ça, mais... si je peux dire, si vous employez votre petite amie et qu'elle travaille pas, il n'y a pas crime. Ah bon? Parce que vous avez pas parce que vous avez employé une paresseuse, c'est votre problème. On en reparle dans un petit instant. Charles Gave est notre invité dans Les Incorrectibles ce dimanche. C'est une analyse. On en reparle tout de suite dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. Certain qu'il est vraiment mort. De retour dans Les Incorrectibles où le débat continue même hors antenne avec notre invité Charles Gave, le président notamment du think tank l'Institut des Libertés. Alors on parlait de politique française, bien sûr, puisqu'on parlait de François Fillon, Sarkozy. Comme par hasard, les deux vont avoir un procès. Ça s'est jamais vu, un président de la République qui est donc envoyé dans la justice pour les affaires des écoutes. Et oui, Chirac, il a été condamné pour abus de biens sociaux dans la mairie, je crois, non? Ouais, si. Oui, mais c'était en tant que maire, là, pas pendant qu'il était président, entre guillemets. Oui, mais enfin, il a été condamné par la justice. Ouais. Bon, revenons. Alors, d'abord, ça vous choque ou pas? Vous pensez qu'il y a une instrumentalisation de la justice en France à des fins politiques? Non, ça me gêne pas du tout. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez, plutôt. Mais c'est-à-dire que, oui, il me semble que la justice fait partie quand même de ces secteurs, de ce qu'on appelait autrefois le domaine régalien, qui est laissé complètement à l'abandon. Et que la justice aujourd'hui en France, si vous voulez faire rire dans un café, vous dites je fais confiance à la justice de mon pays, et puis tout le monde s'écroule de rire, quoi. Ou grogne. Parce qu'il y en a un certain nombre qui grognent parce qu'ils y ont eu affaire. Voilà. Et donc, si vous voulez, encore une fois, il n'y a rien de pire pour une société que quand le peuple pense que la justice est injuste. C'est une abomination. Alors, à mi-mandat donc puisque on est à mi-mandat, donc du mandat, c'est le cas de le dire, d'Emmanuel Macron. Quel bilan vous dressez de son action à la tête du pays depuis qu'il est président? Si vous voulez, j'ai écrit donc quand il a été élu que je lui souhaitais de réussir, mais que j'étais certain qu'il allait échouer. Et donc, je confirme ce que j'ai dit à l'époque. À partir du moment où vous ne contrôlez ni votre monnaie, ni vos taux d'intérêt, ni votre droit, ni rien du tout, vous pouvez rien changer. Donc, mais il n'a pas envie de changer, Macron. Mais il n'a pas envie de changer. Il a été mis en place pour, dans le fond, détruire l'État français.
ce qui est curieux pour un libéral de recommander que l'État soit rétabli, mais la réalité, si vous voulez, c'est que pour que la justice existe, le droit existe, il faut que l'État soit fort, qu'il fasse très bien ce qui est son domaine, c'est-à-dire la justice, la police, l'armée, la diplomatie, et qu'il foute la paix aux gens dans le reste. Or, Macron passe son temps à faire des bruits dans le reste et ne s'occupe pas de l'État, qui est son domaine éminent dont il a la responsabilité. Vous pensez pas à Sylvie Goulard et à Thierry Breton, là, sur les propositions à la Commission européenne, effectivement? C'est dans ce sens, hein. Qui vont dans ce sens. Encore Thierry Breton, c'est un homme compétent, tandis que Sylvie Goulard, on savait que c'était il aurait dû mettre, comment elle s'appelait, celle qui a fait sauter... C'est quoi? Celle qui a fait sauter Framatome, comment elle s'appelait, là? Non. Vous savez, la dame Ouais. qui était la Sherpa de Mitterrand et tout, qui est normale, Anne Le Vergeon? Anne Le Vergeon. Ah. Elle était parfaitement compétente. Elle avait déjà fait sauter Framatome, elle aurait pu continuer, quoi. Oui, mais c'était un pion, c'était des pions pour la Commission européenne. Oui, Vous mais l'aviez vu, Charles Gave, j'en suis sûr. bien sûr que c'était des pions, mais encore une fois, si vous voulez, à partir du moment, comment dire, quand on abandonne le pouvoir dans sa réalité, les nominations n'ont plus aucune importance. C'est plus que des rentes de situation. Si les grèves se poursuivent, Charles Gave, au vu du ras-le-bol ambiant des Français, de la désaffection grandissante envers nos élus, est-ce que vous pensez qu'on pourrait en arriver presque à une guerre civile? Il y en a certains qui émettent cette hypothèse. J'ai écrit pas mal de Plutôt grave. textes dans lesquels je disais que oui, c'était tout à fait possible. Mais est-ce que justement le gouvernement n'est pas en train de nous pousser vers une guerre civile? Moi, quand je vois les débordements des dernières manifestations jeudi dernier et samedi, et ce qui s'est passé dans la rue, avec des gens qui, quelque part, frappaient sans raison une population pacifique, est-ce qu'il n'est pas en train de nous pousser vers une guerre civile? Est-ce que derrière, il n'y a pas une idée de mettre en place un système qui va leur permettre de verrouiller encore un peu plus? Si vous voulez, ils espèrent tous refaire le coup de De Gaulle en mai 68, vous savez, avec le 2 millions de personnes sur les Champs-Élysées, et puis la chambre introuvable juste après. Ouais. Donc c'est un petit peu ça. Il espère que ça va amener justement à de tels désordres qu'on va être obligé de refaire des élections législatives et que la bourgeoisie va voter pour lui massivement, c'est évident. Oui. Revenons un peu sur Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, quelques semaines, on recevait sur ce plateau Marc Andevel pour son livre Enquête, donc qui s'appelait Le Grand Manipulateur. Il dresse un portrait assez terrifiant d'Emmanuel Macron, le qualifiant d'homme dur, sans affect, obsédé par le contrôle, et j'en passe. Vous y voyez du vrai, vous, dans cette description? Moi, personnellement, si vous voulez, j'ai toujours pensé que Macron était bête. Pourquoi? Pour une raison très simple, si vous voulez, c'est qu'il a raté 3 fois Normal Sup. C'est vrai. Il a raté 3 fois Normal Sup, il est passé à grand coup de transpiration à l'ENA, et ensuite on l'a fait monter dans l'inspection des finances pour qu'il devienne... Mais c'est un homme qui n'a aucune intelligence des situations. C'est-à-dire que il est juste Un but de sa personne. imbu de sa personne et persuadé qu'il est quelqu'un de tout à fait spécial. Moi, j'ai toujours dit, cet homme est idiot. C'est un peu le procès. Le vrai problème de Macron, c'est qu'il est idiot. On va pas se faire des amis, là. Écoutez, Je veux dire, Hollande était gentil et pas idiot. Il savait qu'il était nul et il s'en accommodait très bien, quoi. C'était pas son problème. Mais plus largement, Charles Gave, est-ce qu'il n'incarne pas finalement Emmanuel Macron la lutte des classes, le retour du bloc contre bloc? Mais c'est une pas la France lutte périphérique, la retour des peuples et cette c'est élite mondialisée. pas la lutte des classes, parce que dans la lutte des classes marxistes, si vous voulez, vous avez les gens qui dominent la production, qui sont un parti, puis vous avez les prolétaires de l'autre. C'est pas du tout ce qu'on a là. C'est qu'on a Bloc contre bloc. Hein, bloc contre bloc. On a version une mondialisation. espèce de mafia qui a pris le contrôle de l'État français à partir des années Giscard. Et cette mafia nous a fait croire pendant 50 ans qu'il y en avait qui étaient à gauche, l'autre qui était à droite, mais que vous élisiez Juppé ou vous élisiez Fabius, vous aviez la même politique. Donc en fait, c'était les 20% de la population française qui décidaient pour les 80%. Et maintenant, ils ont jeté le masque. Ce que vous avez, c'est que, comme ils peuvent plus prétendre à la gauche et à la droite, ils ont fait monter un gars qui a fusionné les deux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, s'ils échouent, ils vont échouer. Il n'y a plus de recours. C'est-à-dire, c'est la classe elle-même, dans son ensemble, qui va échouer.
C'est-à-dire que nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire. Et pardon, Charles Gave, vous disiez il y a un instant, alors c'est un peu contradictoire, je trouve, parce qu'il y a un extrait qui circule beaucoup sur Internet où vous faites le procès de ces classes dirigeantes toutes formées sur le même moule dans les écoles de commerce notamment. J'ai envie de dire, il a peut-être loupé 3 concours, mais est-ce qu'il faut forcément avoir réussi des concours pour être un bon président de la République ? Est-ce que finalement, au vu des résultats qu'ils ont, tous ces gens surdiplômés, est-ce qu'un autodidacte n'y arriverait pas aussi bien ? Bernard Tapie s'y était essayé. C'était pas le plus mauvais. Sauf qu'il avait jamais fait d'argent, Bernard Tapie. Il avait toujours pris des entreprises et il les avait coulées rapidement en les siphonnant très bien. Donc ça a jamais été un vrai homme d'affaires. Ça a été Un dépeceur. un dépeceur. Donc ça, c'est pas ce qu'on voulait. C'est une bonne question, mais encore une fois, il faut dire quelque chose ici. Les diplômes ne sont pas un inconvénient. Si vous avez été à l'université et que vous avez adoré ce que vous y avez fait, ce qui a été mon cas, ce qui m'a passionné et tout, j'ai eu plaisir à apprendre, j'ai eu plaisir à comprendre, j'ai eu des maîtres tout à fait extraordinaires. Vous en êtes issu vous-même, voilà. Je suis pas une université. Mais si vous allez dans les diplômes pour conquérir une position de pouvoir politique, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Parce que le but, la connaissance, pour acquérir la connaissance, le but, c'est de vous améliorer vous-même. C'est pas de conquérir un pouvoir. Ouais. C'est complètement... Donc je veux dire, dans toute cette classe qui nous domine depuis, il y a une espèce d'incompréhension totale. Ils ont appris comment manipuler les gens à la place d'apprendre à penser par eux-mêmes. Est-ce que c'est une faillite morale des élites, Charles Gave ? Complète. Quel homme ou femme politique trouve grâce à vos yeux aujourd'hui ? Quel homme ou Qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen au hasard ? Marine Le Pen, si vous voulez, elle travaille pas. Elle travaille pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je l'ai rencontrée 1 ou 2 fois. Elle a cette espèce de vitalité énorme qu'avait sur le plan économique, c'est ça ? Non, elle travaille pas ses dossiers. Elle travaille pas. C'est-à-dire qu'elle se laisse aller à la facilité, quoi. Le débat de l'entre-deux tours, ça vous a pas surpris, du coup ? Son naufrage, même. Son naufrage, ça m'a pas surpris, parce que elle avait un coup à jouer, elle l'a pas joué, mais je me suis même demandé à un moment si elle l'avait pas fait exprès. Ouais. Et sur l'euro, tiens, vous pensez, attendez, c'était intéressant, parce que vous pensez qu'elle veut pas le pouvoir, c'est ça ? Vous savez, son père, il était marrant comme tout, et d'abord, il était très cultivé, il était très intelligent, et il cherchait ce qu'on appelait dans la Rome antique la fonction tribunicienne, c'est-à-dire que vous gueulez et tout, mais vous gardez bien. Vous gardez bien de mettre les mains dans le cambouis, vous voyez ce que je veux dire. La fonction tribunicienne, c'est ce qu'il y a de plus marrant, parce que vous dites ça va pas du tout, et puis vous êtes très content, et puis on vous demande. Tandis que, oui, c'est peut-être ce qu'elle veut elle aussi, la fonction tribunicienne. Vous êtes pour un rapprochement des droites, comme souhaité par sa nièce Marion Maréchal ? Ça veut dire quoi, la droite ? Ça veut dire quoi, la droite ? Les souverainistes, par exemple. Une frange souverainiste, un petit parti à l'américaine. Mais je vous signale qu'il y a des tas de gens en Angleterre qui étaient de gauche et qui sont souverainistes à mort. Hein. Vous voulez dire que la droite, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire en France ? Si vous voulez, la France a été gouvernée sur une espèce de cassure, c'est que la gauche était censée représenter le peuple et la droite la nation. La gauche a trahi le peuple et la droite a trahi la nation. Alors, je me demande ce qui reste. Si vous voulez voter, pour qui vous votez, vous ? Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Non, mais qu'est-ce que c'est que quand on parle de quelqu'un de droite, vous pensez à quoi ? Aujourd'hui, aussi bien la droite que la gauche, je suis aussi déçu par les uns que par les autres. C'est l'alternance unique de Michéa, de l'idée de Michéa. C'est le même moule, finalement. Non on a les mêmes. Non, ça n'a rien à voir avec le libéralisme, parce que le libéralisme, ce serait au contraire de renvoyer le pouvoir vers le bas. Si vous voulez, il n'y a pas plus libéraux que les Suisses. Oui. Ou même cette nouvelle vision du libéralisme, libre-échange, marché mondialisé, le bougisme. Le bougisme. Oui, mais si vous voulez, le libre-échange, on peut en parler longuement si vous voulez, mais enfin, c'est pas... Par contre, on en parlait de Macron et vous disiez que c'était un idiot. Et je crois qu'il est fondamentalement bête. Oui, mais je suis pas loin de le croire non plus, avec une certaine forme d'intelligence de communication. Oui. Quand même. Pour accéder quand même, excusez-moi, pour devenir président, vous pensez qu'on peut être idiot et devenir président de la République ? Tout à fait, il y en a plein d'exemples dans l'histoire. Mais par contre... Mais vous pouvez être sorti premier de Polytechnique, comme le président Lebrun, et avoir comme chef des armées le premier qui était sorti de Saint-Cyr, qui était le Gamelin, et c'était 2 crétins. Oui, ça veut rien dire. Mais ça veut dire que s'il est idiot, qu'est-ce que je vais penser ? Qu'est-ce que vous pensez de Castaner ? Les idiots ont tendance à... Vous savez, moi j'ai été un homme d'affaires toute ma vie. Et il y a quelque chose de tout à fait évident, c'est que quand vous embauchez un idiot, par hasard, il va essayer d'embaucher d'autres idiots, des gens en dessous de lui, qui sont moins bons.
Quand vous embauchez un type intelligent, il va essayer d'embaucher des types plus intelligents que lui. Donc je crois que le drame de Macron, c'est qu'il veut que les gens soient encore plus crétins que lui. Ah ça, il me plaît bien, ce monsieur. Charles Gave est notre invité. Et vous êtes censé poser des questions. Oui, pardon. Je le rappelle, Philippe Pasco. Pardon. On revient dans un instant dans Les Incorrectibles sur Sud Radio pour la dernière partie de l'émission. Restez avec nous. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. Notre invité incorrectible de la semaine, c'est Charles Gave, cet entrepreneur qui est aussi à la tête d'un think tank intitulé l'Institut de Liberté et qui n'a pas la langue de sa poche. On va encore le constater en se faisant sans doute de nouveaux amis. Vous êtes un ardent défenseur de la liberté d'expression, Charles Gave. Tout à fait. Vous défendez le droit de parole, notamment d'Éric Zemmour, notamment dans votre article intitulé « Quand le sage Éric Zemmour montre la lune, l'idiot, encore une fois, vous obsède, regarde le doigt ». C'était publié le 7 octobre dernier sur votre site de l'Institut des libertés. La liberté d'expression en France, elle est en grand danger selon vous? Parce qu'Éric Zemmour, finalement, il est à l'antenne. Hein. Il est à l'antenne, mais ça fait partie des contre-feux. Si j'ose dire, on laisse parler Zemmour parce que je le connais bien, parce qu'il est utile. Mais Vous voulez dire quoi? C'est l'idiot utile, c'est ça? c'est pas l'idiot utile, c'est celui qui est encore une fois celui qui permet de dire que la liberté d'expression continue à exister en France. Alors que si vous dites quelque chose qui ne plaît pas, moi, ça m'est arrivé lors d'une campagne complètement idiote où j'avais été me fourvoyer, je sais toujours pas pourquoi. En l'espace de 3 minutes, j'ai été détruit par Vous des voulez gens. parler de Nicolas Dupont-Aignan, c'est Absolument. ça que vous avez Ça, soutenu? Et vous avez été déçu alors? Bon, j'ai pas été il est venu me voir en me disant il faut faire l'union de la droite. Il m'a dit j'ai besoin d'argent. J'ai dit tiens, j'ai vendu ma maison à Hong Kong, j'ai un peu de pognon, je peux vous le prêter pendant Vous les devez lui élections. donner 2 millions d'euros, c'est ça? Oui, pas lui donner. Je devais financer sa campagne à hauteur de 2 millions d'euros et je serais remboursé à la fin. ouais. À la fin. Donc c'était un prêt. Comme je venais de vendre ma maison à Hong Kong, j'avais de l'argent, donc je me suis dit tiens pourquoi pas. Je l'ai fait. Et puis ce qui s'est passé, il s'est pas passé ce à quoi je m'attendais. Donc nous nous sommes quittés. Et puis Vous êtes resté en bon terme ou pas? non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on se voit plus, quoi. Voilà. Mais je le voyais pas avant, je le vois pas après. Ma vie n'en a pas changé. Hein. C'est pas très intéressant à parler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la liberté d'expression, ça ne se réglemente pas. Le premier amendement de la Constitution américaine, c'est le Sénat ni la Chambre ne feront de loi pour empêcher la liberté d'expression. C'est interdit. Donc toutes les lois mémorielles, toutes les lois pour la haine et tout ça sont des atteintes directes à la liberté d'expression et sont inadmissibles et anticonstitutionnelles. J'ai le droit de dire des saloperies. Ensuite, la justice s'en empare et si je ne peux pas prouver mes saloperies, je suis condamné. Mais on ne peut pas empêcher un gars de dire quelque chose, même si c'est monstrueux, c'est après coup qu'on le juge. Donc encore une fois, la liberté d'expression, c'est un absolu. Il ne peut pas y avoir de relativisme dans la liberté Ça, d'expression. c'est sur la DIFA, Charles, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais par exemple, sur le cultuel, je monte une secte sur Satan et je fais des sacrifices humains. Aux États-Unis, des sacrifices humains, c'est illégal. À ce moment-là, vous allez directement en tôle. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Ils vont directement en L'appel à tôle. la haine, c'est aussi interdit selon la loi. L'appel à la haine, c'est quoi l'appel à la haine? L'appel à la haine raciale notamment. Oui, mais aux États-Unis, vous avez des tas de racistes qui s'en revendiquent et tout, mais comme ils s'en revendiquent, tout le monde les considère comme des oiseaux et personne ne s'intéresse à eux. Si vous voulez, c'est un petit peu, il faut revenir au freudisme ici. Si vous empêchez les gens de dire des trucs, ça leur file des boutons et ils deviennent encore plus méchants. Nicolas Vidal. Alors, partons de notre sujet. Allez, Quel rapidement. regard portez-vous sur l'islam aujourd'hui, Charles Gave? J'ai toujours Islam de France. Ça n'existe pas. J'ai toujours porté le même regard sur l'islam, si vous voulez. Je suis né en Syrie, hein, donc j'ai vu le Moyen-Orient dans ma famille, etc., où il y avait 50% de chrétiens à Bagdad, où il y avait 15% de juifs à Alep, etc. Donc c'était un monde sous le contrôle des Turcs qui n'était pas les plus simples, mais où chacun se dépatouillait dans son coin. Aujourd'hui, il n'y a plus de juifs au Moyen-Orient, sauf en Israël. Les chrétiens se font massacrer tous les jours. L'islam est une religion, comme le disait Samuel Huntington dans son livre « Le clash des civilisations », les frontières de l'islam sont sanglantes partout. C'est la seule religion où le prophète dit ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer. C'est-à-dire l'ordre du prophète qui vous donne, c'est de tuer ceux qui disent du mal de lui ou de Dieu. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une atteinte monstrueuse à la liberté d'expression. J'ai le droit de dire que l'islam est une saloperie.
Je vois pas pourquoi on devrait m'en empêcher. Est-ce que vous pensez qu'il y a une incompatibilité? Alors, c'est une question que je vous pose entre Mais l'islam et la République. Et la choqué République. énormément en disant ça, Charles Gave. Mais je m'en fous, si c'est la vérité. C'est votre vérité. Non, c'est la vérité. Il n'y a pas, par exemple, prenez un homme comme... Il y a des modérés musulmans parfaitement intégrés dans la société. Et je vous signale qu'au moment des nazis en Allemagne, il y avait que 5% de nazis. Et ça n'a pas empêché qu'ils ont tué 6 millions de juifs. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une majorité. Regardez, je suis persuadé aujourd'hui qu'en Iran... Vous comparez la religion musulmane aux nazis? Mais regardez ce qui se passe en Iran. C'est exactement le même. Écoutez, à partir du moment où vous dites il faut tuer ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne croient pas en l'islam, à partir du moment où l'homme et la femme la femme est inférieure à l'homme, à partir du moment où le non-musulman est inférieur au musulman, à partir du moment où il n'y a pas égalité du droit, etc., un type comme Ellul, Jacques Ellul, que certains d'entre vous ont entendu parler, qui était un grand intellectuel de Bordeaux, etc., il y a à peu près 15-20 ans, il a fait une grande réunion avec le patron de Al-Aqsa au Caire. Vous savez, le grand, qui est un peu le principal théologien. Et le débat entre Ellul, qui a duré 3 jours, vous pouvez retrouver les minutes d'ailleurs, c'était est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Et tous les deux, et Ellul était un homme de gauche, protestant, théologien, sociologue, etc. Et tous les deux ont dit l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. Point barre. J'entends bien. Maintenant, est-ce que vous faites pas un raccourci temporel par rapport à ça? Parce que moi, si je me place par rapport à la chrétienté, il y a quelques centaines d'années, la chrétienté faisait aucun cadeau aux impies. C'est-à-dire qu'elle aussi, la chrétienté, les chrétiens, dès que quelqu'un n'était athée ou impie, ils le massacraient. Donc, est-ce que ça serait pas plutôt un problème d'éducation à mettre en place? Non, non, pas du tout, parce que si vous voulez, les textes de la chrétienté, si vous lisez les évangiles, il n'y a jamais un appel au meurtre. Mais il tuait quand même. Il tuait quand même, mais c'est ce que disait Ellul d'ailleurs, c'était contre les textes sacrés. Il faisait une saloperie quand il faisait ça. Le texte sacré, notamment, vous faites référence sans doute au Coran. Il y a des interprétations diverses aussi qui peuvent être faites du Coran, et notamment de certaines sourates qui sont pour certains interprétées très violemment et pour d'autres pas du tout. À partir du moment où le prophète vous dit quiconque dit du mal du prophète, on doit le crucifier en lui coupant la main gauche et le pied droit, je vois pas comment vous pouvez l'interpréter. Bon. Et n'oubliez pas que c'est incréé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer le texte. Il a été dicté par Dieu. Donc vous pouvez pas changer une ligne du Coran sans avoir la condamnation à mort qui s'appelle sur vous. Bon, vous soutenez Donald Trump, je suppose, dans cet affrontement avec l'Iran. Je ne sais pas si je le soutiens, c'est pas ça la question, mais la réalité, c'est que nous sommes en guerre. Par exemple, les États-Unis sont en guerre avec l'Iran depuis 1979, et que l'Iran est un des pays les plus monstrueux au monde. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on massacre le plus d'enfants, le plus de femmes, sans aucune truc juridique. Et je n'ai jamais compris l'attirance de la gauche en France et des médias pour ce pays de barbares. C'est-à-dire, M. Soleimani, c'est Himmler. C'est la même chose. C'est-à-dire, il était chargé d'exécuter tous les ennemis de l'islam en dehors de l'Iran. C'était son boulot. C'était Himmler, quoi. Il n'y a pas de différence. Charles Gave, on ne pourra malheureusement pas aborder tous les sujets. Il y en a un en tout cas sur lesquels on ne peut pas passer. Et dernière question de l'émission, c'est bien sûr quelques mots sur Carlos Ghosn et cette affaire de cet ex-président de cette alliance Renault, Nissan, Mitsubishi, qui a perdu, je crois, depuis 1 an, 15 milliards d'euros de valeur en bourse. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez suivi sa conférence de presse mercredi dernier. Oui. Il faut peut-être remonter à 2015, au moment où M. Macron était ministre de l'Industrie. Et où il y a eu une tentative. Il a été lâché selon vous? Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Macron a fait une espèce de coup comme à la Banque Lazare, où on essaye de prendre le contrôle de Nissan pour l'État français. Donc il a fait une espèce de petit coup tordu en bourse ou avec des options, etc. Les Japonais se sont rendus compte que l'État français voulait prendre le contrôle de Nissan, et c'est là que tout a sauté. Ghosn était foudrage contre Macron. Et donc, si vous voulez, toute cette histoire commence avec la perte de Carlos Ghosn. Absolument. C'est relais aller à 2015, aller à cette opération boursière invraisemblable qu'a fait de Macron, qui était peut-être légale, mais complètement immorale et complètement contre les accords. Il était en train de faire une réussite sublime entre Nissan et Renault, et c'est Macron à lui tout seul qui l'a coulé. Et vous pensez que aujourd'hui son mode de défense, d'avoir fui le Japon comme on le sait... Le droit japonais est très curieux. Vous savez, 99% des gens qui sont instruits au Japon sont condamnés.
Donc, si vous voulez, ils ont un système un peu spécial. Vous commencez une enquête, vous mettez le gars en tôle, et puis ensuite, vous commencez une deuxième enquête sur un deuxième sujet, puis vous le maintenez en tôle, et vous pouvez commencer une troisième Et enquête. vous pensez qu'on soutient pas nos ressortissants, par exemple? Il y en a beaucoup qui ont dit ça, qu'il avait été lâché. Je me demande si, dans ce cas-là, on n'a pas demandé à ce que Carlos Ghosn soit mis en tôle. Ah oui, carrément. Bon, eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin, en tout cas, avec ce sous-entendu assez grave d'ailleurs. Charles Gave, merci d'avoir été notre invité dans Les Incorrectibles. Merci à Nicolas Vidal et Philippe Pasco de m'avoir accompagné pendant cette émission, de même qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à la préparer. Merci à Maxime Sénat à la réalisation, ainsi qu'à Victor Thibaudat au digital. Toutes nos émissions sont disponibles, et donc celle-là en replay vidéo, je le rappelle, sur la chaîne YouTube de Sud Radio, depuis la playlist Les Incorrectibles. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h. Ce sera avec le criminologue Alain Bauer. Très bonne semaine à tous, à l'écoute de Sud Radio. Merci. Dimanche, 13h-14h, Sud Radio, Les Incorrectibles.